Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition live de Torréfaction, la 227, toujours en solo, toujours sans Faskill, qui normalement est dans la dernière ligne droite de réparation de son bras. On en saura plus mardi, donc on va voir un petit peu ce que ça donne de son côté. Et si on reprend un format un peu plus normal dans les jours qui suivent, pour l'instant on va... écoutez, essayer de faire le tour de l'actualité qui était plutôt musclée cette semaine. On avait pas mal de petites news côté tech en général, mais j'y vais, beaucoup de patchs, beaucoup d'applications. Je vous ai trouvé des trucs un peu chelous, un peu qui sentent encore un peu la peinture fraîche, je vous cache rien. Donc on va commencer tout de suite par écluser le gaming, où il y avait beaucoup de choses. On va commencer par Cyberpunk 2077, qui nous est patché. Alors, je vais vous mettre la vidéo pour les gens qui sont sur le stream, mais si vous êtes sur le podcast, vous pourrez retrouver tous les liens dans le billet qui accompagne le podcast, comme d'habitude. Nous avons donc cette nouvelle du patch Edge Runner, l'update 1.6, qui est en fait un patch pas mal lié en fait à la sortie de la série télé sur Netflix dont je parlais la semaine dernière. Ce patch, en fait, il y a beaucoup de trucs cosmétiques, il n'y a pas grand chose au niveau du gameplay, où il y a quelques petites missions, etc. Mais c'est pas extraordinaire. On a le transmog qui arrive, c'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre un objet moche et lui mettre la skin que vous aimez bien, exactement comme dans WoW et dans plein de MMO. Vous avez un truc rigolo et plutôt pratique, les sauvegardes compatibles tout support, ça c'est nouveau. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, mais surtout il y a le support des mods directement dans le jeu. Donc le mode management, ça va être une bonne nouvelle pour les gens qui aiment bien triturer. Si vous êtes comme moi et que vous êtes capable de passer 4 heures sur la configuration d'un jeu ou d'une interface pour finalement ne pas vraiment y jouer, écoutez, bienvenue dans mon monde, hein. C'est une forme c'est un problème que je connais bien. Nous avons aussi des annonces pour 2023 avec l'arrivée de Phantom Liberty qui sera une extension où là on va pouvoir explorer des nouveaux quartiers de la ville. On a appris que Keanu Reeves avait re-signé pour le rôle de Johnny Silverhand. Il y a des bandes annonces qui sont disponibles, il y a pas mal de petites infos dans le patch note complet en plus pour le 1.6. Tout ça est linké dans le billet qui accompagne le podcast. Bon, on a déjà des gens sur le forum qui ont fait un peu le tour, qui ont regardé les nouvelles missions, etc. Si vous aviez complètement essoré le jeu, ça va pas franchement changer votre vie. En revanche, on attend quand même pas mal de l'extension pour 2023. La mauvaise nouvelle, c'est que potentiellement, ça sera la seule. On ne sait pas du tout. Moi, je serais étonné qu'ils ne capitalisent pas un peu plus sur la licence. S'ils font une seule extension, c'est un petit peu dommage. Cette extension, il faut noter qu'elle ne sera pas du tout disponible pour les consoles d'ancienne génération PS4 et compagnie. C'est uniquement pour les next-gen qui sont plus si next-gen que ça, puisque la PS5 elle a 2 ans je crois maintenant, hein, et PC. Donc ils ont décidé d'arrêter de se faire chier, à essayer de faire rentrer au chausse-pied leurs nouveautés dans les anciennes bécanes qui ont moins de mémoire que des smartphones d'entrée de gamme, et je les comprends. Du coup, on va attendre, on verra bien ce que ça donne. Nous avons des news économiques, moins rigolotes, mais vous allez voir, il y a quand même des news dans la news. On apprend que Tencent a mis 297 millions d'euros dans Ubisoft, ce qui est pas mal, hein, je vous le cache pas, de dollars, pardon, 280, mais c'est la même chose maintenant. Faisons-nous du mal. 297 millions, ça représente 49,9% en fait de la société Guillemot Brothers Limited, mais ils ont que 5% des droits de vote. Bien joué la négociation. Ils ont payé le double du prix du marché pour récupérer ces actions. Toujours bien joué la négo, comme quoi en Bretagne on perd pas les bonnes habitudes. En revanche, là, les trucs qui sont plus intéressants, c'est qu'au-delà de la diversification qu'on attend en fait de la part de Tencent, hein, vous savez qu'ils ont viré des gens, mais le marché s'est durci partout, hein, donc ils vont pas garder tous leurs œufs dans le même panier. Donc ça, c'est un move qui était à peu près attendu. Ils avaient déjà mis de la thune dedans. C'est que surtout en plus maintenant il faudrait que Ubi nous sorte des jeux, et a priori il y a une présentation, des grosses annonces demain samedi avec dans les leaks évidemment, ça ils ont eu un peu des fuites,
Il y a une présentation qui se balade sur le net, et dans cette présentation, on apprend qu'il y aurait potentiellement toute une série d'Assassin's Creed qui serait annoncée demain. Donc on verra bien ce qu'il en ressort réellement. Vous savez que j'aime pas trop couvrir les rumeurs de rumeurs, mais je ne suis pas étonné que ça soit le cas. Enfin, je ne serais pas étonné en tout cas si c'était le cas, puisque ça fait un moment qu'on n'a pas eu un Assassin's Creed tout neuf, tout propre et un petit peu... on va dire modernisé. Ils se reposaient quand même beaucoup sur leur laurier. L'année dernière, ils ont décidé de faire un peu... on va attendre, on va faire une petite pause, etc. Je trouve que c'était une excellente idée. Donc on va bien voir ce que ça donne. Moi, pour l'instant, j'ai vraiment eu un désamour de la série parce qu'en plus le fil rouge était complètement abandonné et je trouvais ça un petit peu dommage. J'espère qu'on va retrouver un peu de ça. On verra bien. Les news, ça sera pour demain. Pour l'instant, c'est pas idéal. Dans le chat, on me dit est-ce qu'on donnerait pas un peu d'amour à For Honor? J'ai envie de vous dire que j'aimerais bien. For Honor, qui est toujours d'ailleurs très joué, très suivi. Ubisoft a des jeux comme ça qui sont pas vraiment mis en avant, mais qui cartonnent. Rainbow Six Siege continue de cartonner, mais lui, il est vraiment très suivi. On va en parler dans une seconde. Mais des For Honor, il y a encore des streams, il y a encore beaucoup de gens qui sont en train de se bastonner, qui font des compétitions autour. Il y a encore pas mal de gens qui jouent à Wildlands, et oui. Donc voilà, ils ont des titres, ils ont un back catalogue qui vit toujours. J'attends de voir ce qu'ils vont faire avec leurs IP, s'ils ont des bonnes idées. Je vais d'ailleurs enchaîner avec Rainbow Six Siege, comme ça sera fait. C'était pas prévu, mais parce que j'étais pas très malin quand j'ai fait la conduite. Ils ont un nouveau patch qui s'appelle Brutal Swarm qui va sortir, justement, avec Grim, un nouvel agent, qui balance un truc qui me fait beaucoup rire. Ça s'appelle les ruches Kawan dans le jeu. En fait, vous placez en fait sur la map des tas d'abeilles robotiques qui vont en fait traquer les ennemis qui passent à l'intérieur. Donc évidemment, vous allez pouvoir bloquer des zones comme ça. Vous allez pouvoir les balancer dans les points où les ennemis sont retranchés pour les sortir, les voir, enfin en tout cas vérifier s'ils sont là ou pas. Donc il y a pas mal de bonnes idées dans l'histoire. Il y a tout ce qu'il faut en vidéo sur Nofrag qui a fait une petite news et qui a intégré la bande-annonce de la chose. Je trouve qu'en termes de gameplay, il y a des bonnes idées. Il y a beaucoup de choses, encore une fois, sur le patch note. Le truc qui va surprendre les gens qui ont, comme moi, arrêté le jeu et qui veulent le reprendre, c'est qu'ils ont complètement changé la physique du recul des armes. Donc, a priori, si vous faites des grosses rafales avec des armes un peu puissantes ou qui tirent pendant longtemps, vous tirez dans le plafond très très vite, ce qui n'est pas trop le but. Donc faites attention quand vous relancez le jeu, je pense qu'il y aura un petit peu de reprise en main à faire. Ensuite, on va enchaîner avec Jojo Bizarre Adventure All-Star Battle Air. Si vous aimez bien les jeux du genre et si vous aimez la licence Jojo, vous allez me dire... mais ça serait-il pas un jeu PS3 cette histoire? Et si, tout à fait. Donc c'est un jeu PS3 qui ressort actuellement sur toutes les plateformes, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X et S. Bref, partout, et qui est en fait une version remasterisée de ce titre un petit peu ancien, où ils ont intégré en fait tous les DLC, tous les trucs qui étaient sortis avec un modèle économique qui était vraiment pourri à l'époque. Ils ont tout intégré cette fois. C'est un jeu de baston dans l'univers de Jojo, si vous n'aviez pas compris. Donc du coup, il y a quand même pas mal de possibilités, puisque c'est un petit peu le cœur de l'œuvre du gars, et on est sur vraiment des bastons et des personnages complètement fumés. Donc je pense que si vous aimez bien le genre, ça se tente. Il prend un 7 sur 10 sur Gamecult. On est vraiment sur des jeux qui sont sympas, mais en 2022, il y a des choix un petit peu pas optimaux, on va le dire. On est sur un netcode qui est pas extraordinaire. On n'est pas sur du rollback, on n'est pas sur les dernières technos. Bon, il y a des choses qui peuvent être largement améliorées. Maintenant, si vous êtes un peu fan de tout ce que fait Araki, ça reste un excellent titre. Je pense que c'est un peu compliqué. Je vois passer sur le chat que des gens disent apparemment le netcode est en congé. Oui, tous les streams que j'ai vus, les gens râlaient dessus. Donc je ne vais pas vous le vendre pour jouer sur le net avec vos potes. Maintenant, je vous dis, c'est vraiment un jeu qui tape dans une fanbase assez précise. On verra bien si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, moi je voulais en parler parce que ça me fait marrer, que j'aime bien Jojo. Donc acte. Je vais enchaîner avec un truc en revanche qui me touche beaucoup plus. J'ai honte, ma street cred en prend un coup à chaque fois, mais bon, je suis obligé d'en parler.
League of Legends. What's up, everyone? I'm Jared Wow, Dark. j'ai lancé un truc qui n'était pas prévu, excusez-moi. Donc League of Legends, je disais, qui en fait vient d'annoncer un gros patch pour dans sa version Wild Rift, dans sa version mobile, qui va sortir le 15 septembre, le patch 3.5. Et en fait, ils ont toute une palanquée de personnages du jeu desktop qui va arriver dans la version mobile. Il y a Gwen qui va arriver avec ses ciseaux, il y a Yone, le frangin de Yasuo, le perso préféré des relous qui va arriver aussi. Il y a Warwick, il y a Vex, et comme ils viennent déjà d'en intégrer deux, là on peut dire qu'ils sont sur un rythme assez soutenu. Il y a beaucoup de boulot parce qu'à chaque fois qu'ils ajoutent un personnage dans la série mobile, dans Wild Rift, ils sont obligés de refaire tout le kit, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de repenser tous les pouvoirs pour le touch, pour le rythme de jeu, etc. Ils peuvent pas se contenter de faire un coupé-collé. Et donc du coup il y a pas mal de boulot mine de rien, et c'est pour ça que c'est un petit peu long, surtout quand on voit le nombre de personnages qu'il y a dans la version originale. Il y a plein d'autres ajustements, je vous ai linké dans le billet qui accompagne le podcast une news de chez Polygon qui elle-même link les choses de chez Riot directement, et puis on va avoir la patch note complète bientôt. Il y a surtout une vidéo que j'avais donc lancée par erreur qui présente toutes ces nouveautés avec tous les personnages, etc., qui dure un quart d'heure. Si vous perdez comme moi beaucoup trop de temps sur ce jeu au fond de votre canapé, c'est le moment d'aller voir ça. Si vous avez un peu peur d'y jouer à cause de la batterie de votre téléphone, moi je vous confirme, mais c'est pas mal, hein, c'est pas mal le coup de la batterie, parce que moi ça m'oblige en fait à lâcher le jeu quand je suis sur un cycle de drogue en fait, hein, parce que des fois t'es vraiment bon, alors si je gagne j'arrête, puis tu gagnes et là t'es là genre ouais mais attends je vais en relancer une autre, j'avais envie de jouer ce perso en fait, et puis tu perds, tu fais ouais non mais là si je perds j'arrête, non mais en fait j'ai perdu, je peux pas m'arrêter sur ça. Bon résultat tu joues 4 heures, t'es content que ton iPad te dise bah non mais là mon gars j'ai plus de batterie, j'ai les batteries à côté à portée de main mais je me respecte, je me dis non il est temps d'aller faire autre chose de ma vie. Mais oui, c'est une bonne petite drogue en jeu mobile, c'est clairement le truc sur lequel je passe le plus de temps. C'est très très bien foutu. Et on va arriver au gros morceau de la semaine, pardon, qui est Steel Rising. Steel Rising, c'est une nouveauté du studio Spider, édité par Nacon, qui est en fait un Soul-like qui est en fait un jeu de nos amis de Spider, classique Spider, c'est-à-dire très bonnes idées, un setting assez rigolo, mais pas forcément les moyens qui vont en face. Donc Steel Rising, c'est quoi? C'est un Soul-like qui se passe dans une révolution française sauce steampunk. Et c'est du coup un petit peu rigolo pour nous. Alors je sais pas comment ça se passe à l'international. Est-ce que les gens kiffent? Est-ce que les gens n'ont rien à foutre? Je ne me rends pas bien compte. En tout cas, le résultat sur PC est plutôt correct. La chose est dispo sur Xbox Series X, PlayStation 5 aussi. Moi j'y ai joué rapidement sur PC. J'ai lu les reviews de mes petits camarades. Et on est vraiment sur le syndrome du jeu Spider classique, c'est-à-dire très bonnes idées, gameplay pas novateur, connu, un peu plus rigide que ce qu'on aimerait, mais ça fonctionne, voilà, parce que le design est bon, parce que l'ambiance est relativement réussie, mais on sent que ça manque de thunes à tous les niveaux. L'exemple le plus frappant, c'est quand vous lancez le jeu, en fait, tout bêtement, vous avez une présentation avec des personnages, une cinématique que je ne vais pas spoiler, mais bon, Paris brûle, les amis. Et on est un peu dans le musée Grévin, quoi. Les personnages sont toujours un peu statiques, les expressions faciales, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est un classique de chez eux. Ils font comme ils peuvent. Ça maquille un petit peu les problématiques. Derrière, ça fonctionne, hein. C'est pas moche, le doublage voix est correct, de ce que j'en ai vu en tout cas, c'était pas mal. Le personnage qu'on joue, on peut le styler, et très honnêtement, j'ai vu des trucs bien plus moches. Donc c'est vraiment un titre qui est tout à fait sympathique de ce côté-là. Moi, je suis pas... j'ai pas envie de le descendre. Maintenant, est-ce que je vais le finir? Est-ce que je vais prendre le temps? Je ne sais pas. Il y a vraiment des passages qui sont un petit peu crispants. En revanche, il y a de très très bonnes idées. D'ailleurs, c'est Canard PC sur lequel je ne me suis pas connecté, mais je peux arranger ça. Qui en fait a le bon goût en fait de rajouter un mode de difficulté
tout à fait malin, dans le sens où si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, il y a un mode qui s'adapte, où vous pouvez en fait décider des dégâts que vous prenez, vous pouvez décider de la difficulté des dégâts que font les ennemis, de la stamina, comment elle disparaît de votre personnage, etc. etc. Et du coup, vous n'avez pas besoin de cheat en fait, parce que si vous activez ces trucs-là, vous pouvez tout à fait finir le jeu sans vous prendre la tête et avoir du coup une difficulté de noob en fait, hein, et quand même voir la fin du jeu, etc. etc. Mais c'est pas débile parce que c'est des choses, si les gens n'ont pas envie de s'emmerder avec le jeu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher des cheats sur des sites à la con, etc. Choper 2-3 virus au passage si jamais ils font pas gaffe et qu'ils n'ont pas les bonnes adresses. Donc c'est un peu dangereux. Là vraiment, comme dit sur le test de Canard PC, on est sur des choses qui sont hyper malines parce que voilà, il y avait des choses qu'on a déjà vues, hein, d'ailleurs sur Céleste, etc. C'est un peu le mode autopilote. Vous pouvez vraiment décider de faire en sorte que le jeu soit pas du tout punitif. Par exemple, de ne pas perdre l'équivalent de vos âmes. Donc, ça va finir par passer. Vous allez taper sur les trucs, vous allez crever. Mais c'est pas grave, puisque comme vous n'êtes pas puni par votre mort, vous allez pouvoir finalement, au bout d'un moment, être suffisamment puissant pour passer les monstres qui vous emmerdent. Donc franchement, c'est plutôt une bonne idée. Après, je vous dis, hein, visuellement, il y a des trucs qui sont très très corrects, il y a des trucs qui sont un peu plus décevants. C'est un jeu Spider. On a d'habitude, c'est ce qu'on appelle les double A en fait, hein, qui sont des jeux avec des budgets plus limités que d'habitude, mais relativement efficaces. Et quand c'est bien fait, on se marre bien. Effectivement, c'est des jeux qui sont tout à fait prenables en promo si on n'est pas pressé, si on n'a pas envie de les faire. C'est pas vraiment des titres où les gens vont se précipiter là tout de suite, sauf si vraiment il y a un énorme kiff sur l'ambiance, sur le truc. On se dit ouais, moi j'ai envie d'essayer ce truc-là maintenant. Bon. Mais vraiment, on n'est pas sûr. Vous attendez pas à en prendre plein la gueule, quoi. C'est toujours la même rengaine avec eux. Ensuite, nous allons pouvoir faire une petite pause et on va parler d'applications. Mais avant ça, je vais boire un coup parce que je suis en train de me déshydrater. Et pour une fois, ils seront pas coupés au montage parce qu'on a décidé qu'on laissait tout en live. Je crois que c'est toujours elle, Rez, dans le chat, la patronne de la boîte. Son nom m'échappe aussi, merci de me le rappeler que je n'ai pas de mémoire. Mais c'est un classique. Elle est interviewée il n'y a pas longtemps, donc je crois qu'elle est toujours à la tête de la boîte. Donc côté application, je fais le ménage dans mes tables, on est reparti. Côté application, cette semaine, on a des choses plus ou moins intéressantes. Le truc qui me faisait le plus plaisir cette semaine est finalement assez décevant malheureusement. Il s'agit de MailTemi. Alors MailTemi, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui vient de sortir d'email classique qui est disponible pour l'instant que sur iOS, qui a malheureusement quelques défauts et des très bonnes idées, mais c'est encore un petit peu jeune tout ça. En gros, on est sur une application qui, contrairement à plein de trucs de la Startup Nation, a décidé de vraiment suivre à la lettre les standards du marché, donc qui va vraiment gérer correctement IMAP et pas uniquement Gmail par exemple, hein, qui va gérer un truc qui est tout nouveau, qui est assez nouveau, qui a été développé par Fastmail, dont je ne vous fais plus l'article parce que vous savez que j'aime beaucoup ce service, que c'est un des meilleurs du marché, qui s'appelle le Gmap. Et en fait, du coup, on peut se connecter directement avec l'API de Fastmail proprement dans l'application. C'est prévu, ça arrive tout de suite, c'est vraiment très très bien. Mais là, la problématique, c'est que ils ont fait des choix qui sont pour l'instant assez dommageables à l'expérience utilisateur. C'est qu'on n'a pas, par exemple, le preload systématique des derniers mails. Ils ont voulu garder ça très léger, donc du coup, on a bien la liste de ces messages, mais à chaque fois qu'on appuie sur un message, il y a un petit loading, parce qu'à chaque fois, il va aller le choper sur le serveur pour vous l'afficher. C'est extrêmement chiant. Alors, je comprends le choix, mais il va falloir changer tout de suite d'idée, parce que au moins télécharger les 20, 50, 100 derniers en fonction de la taille des inbox, mais sinon c'est très très pénible. Alors la navigation se fait très bien à l'intérieur des différents dossiers, tout est extrêmement bien géré, on a une gestion, comme on a une gestion Gmap complète en fait, que vous utilisiez des folders ou des tags dans la boîte principale, dans l'inbox unifié, en fait c'est la même chose, ça fonctionne de la même manière pour l'application, car fondamentalement au niveau du code c'est pareil. Donc c'est vraiment, il y a des bonnes idées, il n'y a pas de souci.
Mais malheureusement, pour l'instant, on est vraiment sur un produit qui est un petit peu frustrant, avec une icône dégueulasse. Je crois que c'est la pire icône d'application d'email que j'ai vue depuis très très longtemps. Je comprends pas. Je sais pas, trouvez-vous un copain qui sait faire des logos. Demandez un logo aux IA qui sont sur le marché actuellement. Je pense que ça sera moins moche que ça. Le reste de l'application, en plus, est potable, quoi. C'est pas extraordinaire, mais ça va. Mais ce truc-là, c'est juste pas possible, quoi. Donc ça gère l'iPhone, l'iPad pour le moment. C'est gratuit, ça se teste. Il se fait défoncer par un mec en 2020 parce qu'en fait, l'application existe depuis un moment, mais elle était vraiment super spartiate. Elle a évolué dernièrement. Il y a une nouvelle version qui est sortie, qui a fait pas mal évoluer l'application. Mais je comprends pourquoi elle est restée dans les tréfonds du store et que je l'avais jamais remarqué. C'est que les mecs continuent de faire des choix un petit peu chelous. Elle est disponible que sur iOS, donc en plus ça limite vraiment son impact. Écoutez, voilà, je voulais vous la présenter, c'est fait. Maintenant, j'espère qu'à terme, on aura des applications un peu plus musclées qui prendront Fastmail au sérieux, par exemple. Ça serait pas mal du tout. Ensuite, on va enchaîner par le truc que je suis en train d'utiliser maintenant, là tout de suite. Les deux ratings, c'est sur le store français. Non, c'était sur le store Ricain en plus, je dis des bêtises. Ouais, non, le truc est vraiment très peu connu. Mais celle-là, on est là on est là pour ça sur Geekzone, pour vous trouver les fonds du panier. Hein. On va continuer avec des applications beaucoup plus utilisées, qui font des choix aussi qui foutent bien la merde. J'ai nommé OBS. Alors OBS, ça tombe bien, je suis en train d'utiliser là tout de suite maintenant. Comme vous le savez, on est sur des applications de streaming qui fonctionnent très très bien, qui est largement la meilleure du marché maintenant, qui a explosé l'offre payante. Mais c'est scandaleux à quel point ils ont mis vraiment des gros high kicks dans toutes les applications qui étaient vendues au début du streaming, qui ont maintenant complètement disparu du marché. En revanche, là, sur OBS 28, il y a eu plein de nouveautés, dont une qui est le passage en Qt6. Ce changement de librairie fait que tous les plugins qui ont été développés pour le truc déconnent, en fait. Et du coup, c'est la merde. Il y a plein de trucs qui ne fonctionnaient pas. Entre autres, le plugin pour le Stream Deck à la base. Donc, il n'y a toujours pas d'auto-update pour le logiciel du Stream Deck, mais il faut le faire à la main, etc. Après, ça marche, mais ils ont développé un truc rapidement, évidemment. C'est leur fonds de commerce, ils ne sont pas débiles. Mais ça a un peu fait grincer des dents. La nouvelle interface, elle a été faite pour les gens comme moi, hein, parce que toutes les fonds, toutes les typos, tout est plus gros. Ils ont essayé de moderniser en fait un peu tout ça. Ça a fait le taf. On va dire que c'est plus lisible, il n'y a pas de problème. Le nouveau code couleur est plutôt pas mal. La nouvelle skin de base est très réussie. Maintenant, je pense qu'ils peuvent faire des choses un peu plus compact, voilà, je vais le dire comme ça. Mais sinon, au niveau du design global, c'est plutôt réussi. Et c'est pas ça qui va aider les autres à revenir. L'autre nouveauté, c'est que cette version OBS, il y a une version Mac depuis très longtemps. Ça en fait un excellent outil, en fait, sur Mac pour avoir un logiciel gratos pour enregistrer vos écrans, faire vos tutos, etc. Faire des choses pour le boulot, par exemple, quand vous devez expliquer à Josette comment elle doit configurer son nouveau client mail. Non, en fait, il y a quelqu'un qui va le faire, on est d'accord, mais admettons, voilà, vous avez besoin de faire des vidéos tutos, ça peut fonctionner très très bien, surtout que maintenant, on est sur une version optimisée Apple Silicon, qui gère très bien les Mac M, qui est très bien optimisée, qui gère la partie graphique très correctement, et du coup, qui offre des performances excellentes, et ça nous change parce que c'était pas vraiment le cas avant. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va enchaîner avec des gens qui viennent de lever beaucoup d'argent, après avoir dit beaucoup de mal des gens qui levaient de l'argent, ce qui est très drôle toujours. C'est les gens de chez Bitwarden qui viennent de lever 100 millions de dollars. Bitwarden, c'est le password manager gratos que je cite généralement en face de OnePassword comme étant l'alternative pas chère. Du coup, je ne sais pas du tout comment ça va évoluer, parce que généralement, quand on lève 100 millions, bon, il y a une petite volonté de rentabiliser derrière, donc est-ce que le tiers gratuit va être plus limité, est-ce qu'il va se passer des choses, etc. J'en sais rien, on verra bien. Pour l'instant, je note juste que les évolutions de OnePassword font que le produit est largement le meilleur du marché actuellement. Il y a LastPass qui vient de se faire hacker, on en parlait la semaine dernière, donc lui, il a pris une balle. Il y a plein de trucs sur le marché qui sont développés par un ou deux mecs dans des pays chelous qu'il faut absolument éviter. Et puis, il y a Dashlane qui est fait en France et maintenant avec des bureaux aux États-Unis, qui reste vraiment cher pour ce que c'est. Le marché est pour moi assez simple, entre guillemets, même s'il y a beaucoup d'offres. Apparemment,
avec cet argent, les gens de chez Bitwarden veulent vraiment développer toute la partie entreprise et aller taxer du pognon aux gens qui en ont, ce qui est une bonne nouvelle, hein, s'ils laissent les gens indépendants peinards. Donc au niveau du modèle économique, comment ça va être impactant ? On n'en sait rien, on verra bien, ça sera la surprise. En tout cas, vous êtes prévenus. Et puis, une news aussi qui aurait pu être un coup de gueule. Je l'aime beaucoup, celle-là. Je ne l'ai pas mis dans les coups de gueule parce que j'en avais d'autres déjà en stock cette semaine. J'ai pas les logos Jean-Pierre Cave sous la main, mais vous allez comprendre. On va parler de Filmic, qui a eu des idées excellentes, hein, qui ont décidé de passer d'un modèle économique extrêmement simple, à savoir je vous fais payer une trentaine de dollars et je vous fous la paix, à écoutez, on va passer sur abonnement et ça va vous coûter une blinde et en plus vous n'allez rien comprendre aux abonnements. Voilà, je vous ai linké la news qui résume toute l'affaire. Il reste très poli, hein. Franchement, moi je les admire. Et derrière, vous avez les 54 prix différents qui sont disponibles maintenant avec cette application de photographie. C'est une application, pourquoi j'en parle ? Parce que c'est une application photo qui est extrêmement utilisée par les gens qui font qui utilisent leur smartphone de manière un peu professionnelle ou en tout cas avancée, et qui est du coup extrêmement populaire. Mais alors les mecs, ils ont quand même passé un truc de 19 $, voilà, pour la version pro, à une version, si vous voulez, l'équivalent en fait en termes de fonctionnalité à ce qu'il y avait à l'époque, ben maintenant c'est 144 $ par an. Alors qu'avant c'était 19 $ one shot. Ça va bien se passer. Donc je vous confirme que les gens sont extrêmement contents. C'est un bordel sans nom. Évidemment, les forums sont en feu. C'est extrêmement drôle à suivre. Alors moi, j'utilise pas l'application, donc c'est notre ami Cochon Vert qui m'a remonté l'info. Hein, si vous vous rappelez les gens qui étaient sur le net il y a 20 ans, vous vous rappelez j'ai un trou sur le nom du site. J'ai honte, pardon, mon ami. Où on parlait de trucs geeks en provenance du Japon. Et c'est lui qui m'a balancé l'info. J'avais pas vu le truc passer et ça m'a beaucoup fait rire. Du coup, écoutez, hein, c'est considéré comme un coup de gueule, mais on va s'arrêter là pour les applications. Je pense qu'on a largement fait le tour. Et on va enchaîner sur des trucs un peu plus légers. Non, c'était pas Geek Stuff. Ouais, si, c'était peut-être Geek Stuff for You. J'ai vraiment pas de neurones le vendredi soir. C'est une très bonne idée de faire le podcast à ce moment-là, vraiment. Mais en tout cas, on est parti pour aller faire un peu de culture. Je reprends une gorgée de flotte, hein, excusez-moi. J'espère que tout le monde va bien sur le chat. Je suis un petit peu en même temps, hein. J'essaie de rester concentré sur la conduite, sinon c'est compliqué et c'est inécoutable en podcast, ce qui est un peu problématique. On va parler culture avec Arcane qui en fait vient de rafler 4 Emmy. Il y avait les Emmy Awards là, et ils ont raflé entre autres l'Emmy pour la meilleure série d'animation, ce qui est un petit peu la méga classe. Je vous ai linké et cette news qui explique ce qu'ils ont gagné et une petite news que j'ai fait aujourd'hui sur Geekzone où je vous parle justement de surtout la série, le making-of, le documentaire qui a été fait qui s'appelle Bridging the Rift, qui en fait suit toute la construction d'Arcane depuis les premiers rendez-vous, tiens j'ai une idée, jusqu'à la soirée de sortie de la série avec le gratin des gens qui ont bossé dessus, réunis aux États-Unis pour mater tout ça sur écran géant pendant que Netflix ouvrait les vannes pour le streaming. C'est vraiment, vraiment hyper intéressant. Il y a beaucoup de choses sur tous les artistes qui ont travaillé là-dessus et franchement, c'est juste passionnant. C'est presque aussi passionnant que la série. La série que j'adore, hein, que ça soit très très clair. Je pense que c'est très clairement un des meilleurs trucs qui soit sorti en animation ever. Je suis extrêmement content que ça soit fait par un studio français qui s'appelle Fortiche, parce qu'en plus c'est le meilleur nom de la Terre. Et du coup Riot s'entend très très bien avec eux. Et on voit un peu comment la relation s'est mise en place et comment les mecs ont appris à bosser ensemble avec Riot du côté des États-Unis, la team française qui gère Fortiche,
qui a recruté ces mecs et finalement ils se sont aperçus que le scénario tenait pas la route et que ça allait pas le faire et que du coup ils ont tout arrêté niveau prod pour justement essayer de réécrire tout ça, sauf que les gars venaient d'embaucher genre 200 personnes. Ça a été un bordel sans nom et c'est rigolo puisqu'on y apprend que du coup c'est à cause de ce bordel qu'on a eu des choses comme le clip KDA, les intros incroyables pour les Worlds, les championnats du monde de Riot, que tout ça a été fait pour occuper entre guillemets Fortige qui en a profité pour peaufiner ses techniques, etc. C'est du coup vraiment hyper intéressant et moi je trouve ça hallucinant parce qu'en plus on suit vraiment beaucoup le parcours de Christian Linke, je sais pas comment on prononce exactement mais j'imagine que c'est ça, qui est le cofond, enfin le mec qui a porté le projet, qui est le gars qui a vraiment fait les premières versions du scénar, etc. avec Alexis et qui a une carrière lui-même assez incroyable. Il a commencé tout jeune dans un groupe de rock allemand et ensuite il est rentré dans des tout petits boulots chez Riot quand son groupe, qui remplissait des stades quand même, je veux dire c'est un groupe qui a fait des tournées, c'est pas un groupe de potes qui jouait dans la rue, ça n'a rien à voir. Les mecs ils ont vraiment eu une vraie carrière et le mec après derrière il a fait bon c'était rigolo 2 minutes mais je vais aller faire d'autres trucs et il est rentré chez Riot par la petite porte. Et il est monté, et le gars a un talent incroyable. Alors il les laisse des plumes, on voit qu'il s'investit vraiment fortement psychologiquement dans les différents projets, que c'est pas neutre pour lui, et que vraiment, du coup, je pense qu'il a vraiment besoin de ses vacances, cet homme. En tout cas, j'ai hâte de voir la saison 2 de Arcane, et là, c'est 5 épisodes qui sont dispo sur YouTube. Je vous ai tout mis dans le billet qui accompagne le podcast, vous avez la news sur Geekzone. Vous prenez une demi-heure, vous matez ça, vous allez apprendre plein de choses, surtout si vous avez kiffé la série, c'est vraiment hyper agréable. Et ensuite, nous allons parler, les amis, d'Apple. On va passer à la partie tech. Et là, je vais prendre une grande rasade de flotte parce que, oh là 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 là, ça va être long. C'est toujours long, les reviews de conférences et de présentations de produits. Alors... qu'est-ce qui s'est passé chez Apple cette semaine ? C'est évidemment la présentation du mois de septembre des iPhones de l'année. Alors, et on en est à la crue. Quelle crue, mes amis ? iPhone 14, évidemment. Donc, iPhone 14, iPhone 14 Pro, tout ça a été présenté mercredi soir. Déjà, je vais commencer par une info que je vais oublier de vous donner si je ne la lis pas maintenant. C'est que iOS 16 est prévu pour une sortie le 12 septembre, si vous ne l'avez pas déjà installé en bêta. C'est un peu plus tard que d'habitude, mais bon, on est dans les clous, on va dire. Je vous confirme la rumeur qui voulait que l'iPhone mini décède. Oui, il n'y a pas d'iPhone 14 mini, il n'est pas au menu. Donc les rumeurs de ce côté-là avaient vu juste. Pour le reste, écoutez, on était sur un bon cru en termes de présentation Apple, parce que finalement, personne n'avait eu les leaks les plus intéressants. Comme quoi, Apple a vraiment resserré les boulons au niveau sécurité. Les trucs de base, en fait, qu'on pouvait avoir comme information grâce au réseau industriel en particulier, ça, c'était OK. Mais il y a plein de choses qui étaient passées sous le radar, et ça, c'est plutôt rigolo. Donc, on va commencer par l'iPhone 14 tout court, qui est vraiment une copie carbone de l'iPhone 13 à plein de niveaux. Il y a plein d'évolutions, évidemment, comme d'habitude, mais on est sur des évolutions très, très faibles par rapport à ce qu'on a pu avoir certaines années. Pour une raison toute simple, c'est que le système on-chip qui équipe l'appareil ne bouge pas. On reste sur la puce A15 Bionic, ce qui n'est pas un problème dans le sens où c'est toujours une puce qui éclate à peu près 100% du marché haut de gamme Android. Donc, ils n'avaient pas vraiment de risque de dévaloriser l'offre en fait en gardant ce processeur. Du côté de l'iPhone 14 Pro, oui, il y a une évolution, mais j'y vais y venir après. Donc là, nous avons surtout des évolutions au niveau de l'appareil photo, parce que la partie photo, elle évolue pas mal, et au niveau logiciel et niveau matériel. Donc rien que pour ça, alors ça vaut pas le coup d'upgrader si vous avez déjà le 13, mais ça veut dire que le 14 est quand même une génération hyper intéressante de ce point de vue-là. On a un grand angle qui va faire 12 mégapixels avec une meilleure ouverture à 1.5. Les pixels sont plus larges sur le capteur que ce qu'on avait avant. On est à 1,9 microns. Apple nous promet donc plus de lumière, etc., etc. Je vous passe le truc marketing. On a une vitesse d'obturation qui est plus rapide. Bref, on a un truc qui ne veut rien dire dans la
documentation marketing Apple qui est des photos 2 fois meilleures. Moi, je veux des photos 2 fois meilleures de ma gueule, savoir si je suis 2 fois moins moche. C'est pas évident. Ça veut rien dire. C'est pourquoi ça me fait toujours rire ce genre de truc. L'ultra grand angle a aussi progressé. Et parce que d'ailleurs, c'est les 2 fois meilleurs, c'est quand il parle de l'ultra grand angle. Voilà. Les autres n'ont pas le droit à 2,3 fois meilleur. Comment ça se passe? Non, 2,5 fois sur le grand angle, ils annoncent Apple. Par rapport à quoi? On ne sait pas. C'est toujours magnifique. C'est la magie du marketing. Bon, ça, c'est toujours rigolo. On se moque. Mais dans la réalité des faits, les gens qui ont pu faire les prises en main à Cupertino après l'annonce sont pour le moment très, très confiants sur la qualité photo de l'iPhone 14. Il n'y a pas de souci. Ils ont surtout, pour la première fois, rajouté l'autofocus sur la caméra frontale, celle pour les selfies. La mise au point, du coup, se fait évidemment plus rapidement, même en basse luminosité. C'était un truc qui était un vrai problème avant. Maintenant, ça fonctionne bien. On est sur un capteur qui accueille 38% plus de luminosité que la version précédente. Donc de ce côté-là, ils ont changé le matos, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne. On est sur des autonomies qui sont quasiment pas les meilleures du marché, mais pas loin. On a 20 heures de lecture en vidéo locale, 16 heures en streaming, ça commence à faire beaucoup. 80 heures en lecture audio. Je me rappelle de mes trucs d'il y a 20 ans et ça durait peut-être pas aussi longtemps. Hein. Petite pensée pour mon lecteur de mini-disque. Et du coup, le modèle Plus, lui, il fait 26, 20 et 100 heures. Donc 100 heures de lecture audio, 20 heures de streaming, 26 heures en lecture vidéo. Donc il a une des plus grosses batteries. Apparemment, c'est l'iPhone qui a, dans l'histoire des iPhones non pro, c'est celui qui a la plus grosse autonomie. Ce qui est assez logique. Quand on voit la taille du bébé, on est sur des tailles d'écran comme d'habitude, un 6,1, 6,7 pouces. Ça sera les mêmes tailles côté pro. Donc on est vraiment sur des évolutions intéressantes. Ils ont rajouté des choses dans les modèles pro et normaux qui, j'espère, ne vous serviront jamais, genre la détection de crash. Je vous linkerai peut-être les pubs. Non, vous les avez sur le lien que j'ai mis dans le billet qui accompagne le podcast. Vous avez à l'intérieur de ces nouveaux appareils des nouveaux capteurs et du machine learning qui tourne en tâche de fond en permanence, qui vont détecter des crashs violents en bagnole et appeler les secours automatiquement si vous n'arrivez pas à désactiver l'appel d'urgence. Généralement, c'est que vous avez besoin de l'appel d'urgence, donc c'est plutôt pas mal. C'est des choses qui vont être intéressantes. Mais du coup, toutes les nouveautés étaient dans l'iPhone 14 Pro. L'iPhone 14 Pro, il y a des choses que personne n'avait vu arriver. On a par exemple, on garde les mêmes tailles que je venais d'annoncer, mais le truc qui choque tout de suite quand on voit la gueule des visuels de l'iPhone, entre guillemets, donc le 14 Pro, c'est le Dynamic Island, ou la Dynamic Island. Comment on va dire en français? C'est chiant cette histoire. En fait, au lieu d'avoir le notch qu'on avait depuis tout le temps, on se retrouve avec une espèce de cutout en forme de pilule en haut de l'écran. Et ce truc, en fait, regroupe toutes les technologies qui sont nécessaires au Face ID. Donc le scanner hier, la caméra, il y a la caméra de selfie à côté, etc. Et dans ce truc-là, comme on est sur un écran LED où les pixels qui sont éteints sont complètement noirs, on peut jouer avec ce truc-là. Et donc Dynamic Island permet en fait de l'intégrer dans les applications pour devenir une zone de notification, pour devenir une zone d'interaction en fait avec certaines applications. Et c'est hyper malin parce qu'au début on fait ok, bon, Apple, tu saoules avec tes noms pour toutes tes technos là. Mais à l'utilisation, tous les gens qui l'ont essayé pour l'instant ont fait putain, c'est vraiment pas con cette histoire. Et les gens qui ont mis vraiment les doigts dessus là, pendant la présentation aux États-Unis sont assez satisfaits de la façon dont ça a été intégré et se disent que si les gens du côté d'Android qui font des surcouches, etc., veulent copier cette idée-là, il va y avoir beaucoup, beaucoup de boulot. D'ailleurs, c'est tellement pas évident à faire que pour l'instant, la chose ayant été tenue secrète par Apple, il n'y a que les applications Apple qui l'exploitent complètement, mais il y a évidemment tout ce qu'il faut dans l'équipe de programmation pour pouvoir les exploiter. J'espère, comme tout le monde, que les Spotify et compagnie vont pouvoir exploiter ce truc-là le plus vite possible, qu'ils vont mettre des codeurs sur l'histoire et qu'on aura tout ça de manière, on va dire, véloce sur ces produits-là. Derrière, la grosse nouveauté de l'iPhone 14 Pro, c'est les nouveaux capteurs photo.
Alors au niveau capteur photo, on est sur du grand angle principal qui passe de 12 sur le normal à 48 mégapixels. 48, c'est beaucoup. C'est une optique en 7 éléments. On a une ouverture à 1,78, focale à 24 mm. Évidemment, ça marche avec le format Pro, puisque vous êtes sur un iPhone Pro. Format Pro qui sera toujours aussi chiant à sortir du téléphone, surtout si vous avez pris 1 Tera parce que vous avez trop d'argent. Parce qu'on est toujours sur d'une interface qui n'est pas une interface USB-C. Merci Apple. Donc ça, c'est vraiment super chiant. Ça veut dire qu'il va falloir un peu de patience, hein, parce que c'est pas très rapide comme interface. En 2022, voilà, on espérait qu'il change cette année, mais ça sera certainement l'année prochaine, puisqu'ils n'auront pas le choix avec les nouvelles lois qui sont passées. Enfin, c'est l'année prochaine ou dans 2 ans qu'ils n'auront pas le choix. J'ai un vieux doute, mais bon, ça approche. Donc on a une partie photo qui est extrêmement sexy. Le téléobjectif, toujours à 12 mégapixels, mais par contre on est toujours en 7, enfin maintenant on est en 7 éléments, ils ont changé la focale qui est à 48 mm. On peut avoir un zoom optique de x3 cette fois. L'ultra grand angle est aussi à 12 mégapixels, 6 éléments, ouverture, focale 2.2, 48 mm pardon, l'ouverture f2.2. Et on passe le flash, il a 9 LED maintenant, donc on est sur un flash beaucoup plus puissant qu'avant. Normalement, vous avez une meilleure lumière, meilleure homogénéité, uniformité même. Et on a un mode d'enregistrement vidéo cinématique qui permet de faire du 4K à 24 ou 30 images par seconde, au choix, hein, pour les cinéphiles. Et au niveau autonomie, on atteint des trucs assez débiles. Avec, par exemple, pour l'iPhone Max, on est sur donc celui qui fait 6,7 pouces. On est à 29 heures de vidéo en local, 25 heures de streaming et 95 heures de musique. Ça fait beaucoup. Et on atteint ça grâce en fait à l'écran, qui est la grosse différence aussi par rapport à l'iPhone normal, qui est un écran 120 Hz ProMotion. Ça veut dire qu'en termes de rafraîchissement, il peut varier de 1 à 120 Hz. L'année dernière, il pouvait varier de 10 à 120. On peut encore gratter un peu quelques watts sur la batterie, c'est très bien quand il ne se passe rien. Quand vous êtes en train de lire une page web, en fait, l'écran il est pratiquement frisé, en fait, donc ça c'est très très bien pour la batterie. Et en termes d'éclairage, on peut monter jusqu'à 2000 nits, c'est 1200 pour le normal. Ça veut dire que oui, en plein soleil, vous pourrez lire votre téléphone, même si c'est jamais agréable. Et puis surtout, vous avez un mode Always On qui n'était pas du tout dispo sur la gamme qui est dispo dans le monde Android depuis bien longtemps, avec différents niveaux en fait, en fonction des modèles et des marques. Et du coup, on se retrouve avec quelque chose évidemment de très réussi chez Apple, qui a fait un truc où votre fond d'écran reste affiché, il est juste dim, il est un peu assombri. Du coup, vous avez toujours sur l'écran votre affichage, les notifications qui apparaissent, etc. Et sans flinguer votre batterie. Donc c'est plutôt pas mal. Et évidemment, si vous le mettez au fond de votre sac et qu'il est retourné, l'écran va s'éteindre quand même parce qu'ils ne sont pas complètement débiles. Et effectivement, c'est désactivable. Always On, ça fait partie des options. Si vous n'en voulez pas, pour plein de raisons, évidemment qu'on peut le virer. C'est quand même hyper important, ne serait-ce que si vous êtes au bureau et que vous ne voulez pas, comme à ce que les messages de votre maîtresse vous arrivent. Hein, voilà, c'est parce que vous venez de réactiver Tinder que vous voulez que tout le bureau soit au courant tout de suite. Donc, c'est vraiment hyper important que ça fonctionne. Et la nouveauté qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est dispo sur les 2 gammes, c'est le SOS via satellite. En fait, il est possible d'avoir des appels d'urgence en passant par le réseau satellite. Alors, sauf que nous, on n'en a rien à foutre. Pourquoi ? Parce que ça ne marche qu'aux USA et au Canada. Il y a plein de licences à avoir quand vous voulez communiquer avec des satellites, et pour l'instant, ils ne les ont pas pour les autres pays. C'est une fonction qui est offerte pendant 2 ans, et après, on n'a pas les prix, donc, parce que je pense qu'Apple ne les a pas non plus, sinon ils les auraient donnés. Ça fonctionne que quand vous n'avez plus du tout de réseau, voilà, vous venez de vous péter une jambe, vous êtes en train de visiter le désert du Mojave, vous pouvez tendre votre téléphone vers le ciel et attendre que Dieu satellite vous écoute. Et en fait, il y a une app qui se déclenche, qui vous aide à viser le satellite le plus proche. L'interface, en fait, le téléphone, l'interface, le logiciel qui est lié à ça, va faire en sorte d'envoyer votre message et vos informations dans un truc le plus petit possible pour que ça puisse partir le plus rapidement possible vers le satellite sans que ça coûte trop de thunes à plein de monde. Et normalement, les secours devraient pouvoir vous localiser. C'est vraiment c'est un truc rigolo. Ça va sauver des vies, ça fera des belles pubs, etc.
Pour plein de gens, je vous confirme que ça servira à rien, mais la prouesse technologique est là, je suis toujours assez bluffé. Il a fallu qu'ils fassent tenir une antenne satellite à l'intérieur du téléphone, même s'ils ont fait un truc qui n'est pas aussi efficace qu'un vrai téléphone satellite, ça reste quand même super chiant à faire, donc bravo. On verra pendant les tests si ça fonctionne. Je rappelle que tout ça, ce sont les annonces Apple, vous savez comment ça se passe dans les annonces hardware, à chaque fois c'est la même blague, on est en 2 ou 3 étapes. Il y a les annonces, je vous raconte ce qui a été annoncé. La semaine dernière, c'était les processeurs AMD. Ensuite, il y aura les vrais tests avec des gens qui ne sont pas payés par la marque ou par le service marketing, qui vont essayer, enfin pas tous en tout cas, qui vont faire les tests. Là, on en parlera. Si j'ai de la chance, je pourrais vous en parler moi-même si je récupère le matos. Mais sinon, écoutez, on fera une revue de presse. Et le troisième temps, c'est effectivement si je récupère le matos. Donc pour l'instant, tout ce que je vous raconte, c'est le catalogue, c'est ce qui a été présenté mercredi soir. Donc on verra bien ce que ça donne en fait après dans la vraie vie, mais en tout cas c'est assez sexy. Ce qui va être moins sexy, les amis, c'est que maintenant je vais cliquer sur les prix. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la presse était très contente parce que les prix n'ont pas augmenté. Donc les prix de l'iPhone 14 sont quasiment les mêmes sont les mêmes d'ailleurs que l'iPhone 13. Mais c'est pas du tout le cas chez nous, les gars. Et non. Du coup, on se retrouve avec des tarifs qui sont assez violents. Si on regarde vite fait pour l'iPhone 14 Pro Max, parce que je vais pas tous les faire, vous avez les liens sur le billet qui accompagne le podcast pour aller pleurer dans votre coin, comme tout le monde. Si je prends un modèle à 128 Go, ça commence maintenant à 1479 €. Donc on a pris en moyenne plus de 100 balles, si je dis pas de bêtises. Le modèle à 256 Go, il vaut 1609 €. Donc il faut en avoir besoin. Et ça monte jusqu'à 2129 € pour le modèle 1 Tera. Donc la Rolls de la gamme coûte plus de 2000 €, soit plus du prix d'un portable de très bonne qualité. Donc voilà, on est sur des gammes on est sur des produits qui sont clairement des produits premium avec des fonctionnalités premium, du matos premium à l'intérieur et une marge premium pour Apple, mais il faut payer le développement software et machin et bidule. Bon voilà, je ne vais pas vous réexpliquer pourquoi ça coûte le prix que ça coûte. Maintenant, si vous avez juste besoin d'un téléphone pour lancer WhatsApp et compagnie, je vous confirme que le Realme à 300 balles que j'utilise pour le taf fait tout à fait le boulot. Donc, par contre, évidemment, l'écran, c'est pas la même qualité, les photos, c'est pas la même qualité, etc., etc., etc. La gueule du téléphone, c'est pas la même qualité. Donc, c'est comme pour le marché des bagnoles et de plein d'autres choses, c'est un petit peu logique. En revanche, le prix, cette augmentation, c'est pas juste le fait d'Apple, c'est qu'on est dans un contexte socio-économique, comme nous disons, qui est juste dégueulasse en ce moment, parce qu'il y a un peu eu une pandémie, ensuite il y a eu une petite guerre qui n'est pas terminée, il y a des incertitudes un peu de tous les côtés, c'est le bordel, le dollar est revenu à un taux par rapport à l'euro qui est dégueulasse, donc forcément tout ça fait que ça complique le jeu. J'ai oublié de vous dire un truc sur les iPhones aux États-Unis, c'est qu'en plus ils ont flingué la SIM aux États-Unis, donc tous les iPhones vendus aux US seront uniquement basés sur des eSIM, donc la SIM électronique. Chez nous, on ne sait pas du tout si ça sera le cas ou pas. Alors c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que du coup, vous avez pu à attendre et à payer que votre opérateur vous envoie une SIM quand vous changez d'opérateur, etc. En revanche, effectivement, si vous avez l'habitude de jongler entre les téléphones, ça devient beaucoup plus compliqué parce que là, c'est lié à votre téléphone. Donc, c'est un peu plus chiant pour changer l'appareil lui-même. L'opérateur, c'est plus simple. Changer l'appareil, c'est plus chiant. Donc, tout est une question de priorité, quoi. Donc, en fonction de ce que vous avez comme opérateur, etc., c'est pas aussi évident que ce qu'on aimerait. Et puis surtout, le modèle eSIM n'est pas le modèle par défaut chez nous, quoi qu'il arrive, de toute façon. Donc, ça sera pour plus tard. Je sais qu'effectivement, c'est supporté chez Free, on me dit ça sur le chat. C'est supporté chez Orange, si je dis pas de bêtises. Le reste, après, je ne sais pas, j'ai pas été vérifié. C'est la mouvance du marché. Est-ce que c'est une bonne chose pour l'utilisateur? Oui, dans plein de cas. Non, dans certains autres edge cases, parce que tout le monde ne jongle pas avec les téléphones, faut être logique. Donc, on verra bien ce que ça donne. Donc pour l'instant on est un petit peu dans l'expectative. L'autre grosse annonce, on a fait le tour sur les téléphones. Si vous avez des questions, préparez-les, on en parlera après le podcast. Je dis ça pour le chat qui écoute en direct le podcast. On va enchaîner sur l'autre grosse annonce qui était les côtés Apple Watch.
Alors, il y a Apple Watch, ils ont annoncé la série 8 et ils ont annoncé la Watch Ultra. La série 8, on va passer très très vite dessus, puisqu'en fait, elle n'a quasiment pas évolué par rapport à la série 7. On a un détecteur de température dessus en plus, qui en fait n'a pas l'air de vouloir prendre la température si vous êtes malade. En tout cas, ils n'en ont pas parlé. En revanche, ils ont parlé de détection des cycles menstruels. Et j'avoue qu'effectivement, c'est intéressant, mais pas tout le temps. Et surtout, toute la science, avec des grosses guillemets, sur laquelle est basé ce truc-là, est sujette à pas mal de débats. Donc, je vais même pas rentrer dans le débat en question. Et je vais vous dire que voilà, ils ont rajouté ce truc-là. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Pour l'instant, j'en sais rien. Je vous dis juste que c'est là. Et c'est présenté sur le site avec des magnifiques gifs animés et des animations 3D. Faites-vous plaisir. Moi, j'ai juste envie qu'on parle de la Watch Ultra, qui, elle, en fait, est la vraie nouveauté côté Watch. Côté montre Apple, qui était pas du tout annoncé, pas du tout leaké. Personne n'en avait entendu parler, donc ils ont bien joué leur coup cette fois. Et la bestiole est plutôt sexy. Alors je vais faire l'inverse de l'iPhone, je vais commencer par le prix, comme ça on va poser le débat. Elle coûte 1000 balles. Voilà, 999 €, il y a un seul modèle. Il y a une seule déclinaison, et si vous faites pas beaucoup de sport et de trucs un peu chelous, voilà, à part pour vous la péter en société, elle va pas vous servir à grand chose. Maintenant, moi j'aime beaucoup le look et je ne serais pas étonné qu'il y ait des gens qui font pas du tout de sport qui se l'achètent. Alors ça va évidemment arriver, c'est sûr et certain. En revanche, j'en avais rien à foutre pendant toute la présentation jusqu'à ce qu'ils arrivent à la partie plongée sous-marine, puisque cette montre en fait est capable de descendre jusqu'à 100 mètres, la 100 mètres d'étanchéité. Elle est en tout cas garantie pour les plonger jusqu'à 40 mètres, donc c'est vraiment excellent. Ça va couvrir pas mal de cas pour la plongée loisir, puisque généralement on descend rarement à plus de 30 mètres. Du coup, on est sur un boîtier titane de 49 mm avec un look un petit peu rugueux. On est sur un truc carré, l'écran n'est plus du tout arrondi, il est complètement plat sur la surface. Et on est sur un modèle qui a évolué puisqu'ils ont rajouté, en plus du bouton classique et de la Digital Crown, ils ont rajouté un gros bouton orange Action de l'autre côté de la montre. C'est le bouton qui va vous servir à en fait naviguer et activer certains trucs dans les applications pour ne pas avoir à vous servir de l'écran, par exemple quand vous faites de la plongée justement. C'est plutôt bien foutu. Vous retrouvez tous les systèmes classiques avec l'antenne GPS, les doubles haut-parleurs. Il n'y a que des modèles GSM, je reconfirme, mais il n'y a pas du tout de modèle non GSM puisque c'est une montre qui est vraiment censée être autonome. Et vous avez des choses un peu rigolotes, genre la sirène de détresse, 86 décibels, pour attirer l'attention, nous dit Apple, audible dans un rayon de 180 mètres. Ça, c'est quand vous êtes coincé dans votre désert et que vous venez d'appeler votre satellite et que les gens viennent vous chercher. Il faut que les gens viennent vous chercher. J'ai lu une news assez rigolote là-dessus. C'était quoi? C'était Apple veut vous faire croire que vous avez, que vous allez crever si vous n'avez pas leur montre. C'était un petit peu, évidemment, c'était de la news putaclic. J'ai trouvé l'angle un peu marrant dans le sens où, quand on regarde les matériels promotionnels qui a été fait sur ces nouveaux produits, c'est vrai que c'est quand même vachement mis en avant sur certains trucs. Et bon, il y a plein de gens, même l'Apple Watch normal, avec rien que le truc cardiaque, ça a sauvé beaucoup de personnes, mine de rien. C'est normal qu'ils le mettent en avant. Mais c'est vrai que l'accumulation fait qu'au bout d'un moment, on est en mode genre, oui, écoutez les gars, mais avant, si j'ai pas votre montre, je vais peut-être pas crever tout de suite quand même. Donc c'est assez rigolo. Cette montre donc est adaptée à plein de styles de sport, tout est détaillé sur leur site. Elle a surtout une meilleure batterie, donc elle a 36 heures d'utilisation normale. Le but du jeu de cette montre, c'est qu'elle était capable, il faut qu'elle soit capable de supporter des activités, genre des treks hyper longs, etc. Sinon c'est un peu ridicule. Donc ils ont fait un mode, en tout cas d'économie d'énergie, qui monte jusqu'à 60 heures, mais la montre déjà en utilisation normale, c'est 36 heures, ce qui est bien plus que la montre normale, le modèle classique. Du coup, on a aussi un autre truc qui est intéressant à voir, c'est que toute la partie plongée, il faut savoir ce qu'ils ont présenté. Il y a beaucoup plus de choses en fait dans l'application. Donc ça gère le nitrox, ça gère plein de choses qui n'ont pas été présentées pendant la grosse présentation Apple. Faites-vous plaisir, allez voir sur le site. Il y a plein de nouveaux bracelets qui sont sortis, que je ne vais pas vous détailler dans le podcast, car même si je peux montrer les images à l'écran pendant que je parle actuellement, ça ne serait pas très parlant. En tout cas, tout a l'air extrêmement bien conçu pour survivre à des gens qui font beaucoup de sport, en tout cas beaucoup plus que moi, ce qui n'est pas difficile.
Enfin, genre, si vous vous levez plus que moi, déjà, vous avez gagné, quoi. Donc, on est sur un produit qui, évidemment, à 999 € n'est pas pour tout le monde. Maintenant, si vous regardez les produits genre Garmin haut de gamme, on est tout de suite sur les produits concurrents sont entre 700 et 900 $. Donc, on n'est pas tellement surpris. Et finalement, par rapport à ce qu'ils apportent niveau software, ils sont plutôt bien placés, en fait, incroyablement. Donc, à voir comment ça va se positionner. Sa survie, c'est une montre qui marche de moins 20 degrés à 55 degrés. Et du coup, je vais arrêter d'en parler parce que je vais finir par vraiment avoir envie de la préco. Et j'en ai vraiment pas besoin. En ce moment, c'est pas très grave. Sur le chat en même temps, nous avons un vrai médecin qui nous dit que l'indice de Pearl, qui juge de l'efficacité des moyens de contraception, qui nous confirme que la courbe de température, la fiabilité de la courbe de température est catastrophique. Donc c'est un gimmick rigolo, rien de plus. Écoute, ta réaction n'est pas en retard parce que tu vois, j'ai le temps de la récupérer pour la mettre dans le podcast. Donc ça ne m'étonne pas. Hein. C'est des choses qui ont été assez critiquées pendant la présentation elle-même sur Twitter. Voilà, je vous dis, je ne rentre pas plus que ça dans le débat, mais c'est bien ce qui me semblait. Moi, j'aurais préféré que ça me dise juste si je suis malade, en fait. J'ai déjà un thermomètre digital, mais pourquoi pas l'avoir directement au poignet. C'est pas évident, c'est pas le meilleur endroit pour savoir si vous avez de la fièvre. Mais écoutez, en attendant, c'est pas forcément hyper intéressant. Ensuite, on est obligé de parler vite fait des nouveaux AirPods, la deuxième génération. Nouveau chip H2, le design n'a pas ultra évolué. On est sur des produits qui sont... j'ai pas mis la bonne page pour les gens qui sont en train de regarder, donc calmez-vous. On est sur un produit qui coûte 300 € et qui va venir titiller tous les... On va dire tout. Ils ont un bug sur leur site, c'est rigolo. En fait, ils ont mis que les AirPods. D'accord, c'est pas très évident ce qu'ils ont fait sur leur site. Il faut aller directement sur AirPods Pro sur le truc, sinon on est raté. D'accord. Excusez-moi pour les gens du podcast, je fais des digressions pendant que je clique sur des bidules, je m'en excuse. Donc les AirPods Pro, on est sur un produit haut de gamme, mais qui est aligné avec ce qui se fait sur le marché actuellement. Ils ont boosté de manière assez significative la réduction de bruit. Le mode transparence est beaucoup mieux foutu. Donc le mode transparence, c'est ce qui vous permet de continuer d'écouter de la musique, mais sans vous couper du monde extérieur, avec des micros qui vont récupérer les bruits de l'extérieur et les réinjecter dans votre flux audio pour que ne pas se faire écraser quand on traverse la route, c'est plutôt utile. Donc du coup, c'est un plutôt bon produit. Ils avaient gagné déjà beaucoup de prix avec la première version. Reste à voir ce que va donner la nouvelle puce H2, mais généralement, quand on l'utilise avec un peering, avec un iPhone, c'est un produit qui est extrêmement agréable à utiliser. Je pense qu'ils vont encore en vendre des caisses. En revanche, par rapport aux premiers AirPods, maintenant, il y a vraiment une grosse concurrence, que ça soit chez Bose, chez Sony, chez Samsung, etc. Il y a beaucoup de trucs de dispo, dans des tranches de prix très variables. Mais sur la tranche 200-300 € qui est vraiment sur le haut de gamme, on a des excellents produits chez la concurrence. Si vous êtes sur des téléphones Android par exemple, si vous utilisez vraiment des devices différents, si vous voulez pouvoir les utiliser sur votre ordi, etc. Il faut regarder en fait ce qui est disponible sur le marché parce qu'il y a vraiment des options. On n'est pas sur des produits qui sont uniques, c'est plus le cas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tout cas les AirPods Pro par rapport à la concurrence qui offre généralement 2 ou 3 embouts avec le truc de base, comme ce sont des intras, c'est hyper important pour essayer de bien s'adapter à votre oreille. Excusez-moi. Là, ils en livrent 4 différents, ce qui est plutôt intéressant. Il y a même des gens qui sont obligés d'en utiliser 2 différents, je tiens à le dire, en fonction des oreilles, car oui, vos oreilles ne sont pas forcément symétriques, c'est un bordel. Et ils ont rajouté les commandes tactiles sur la micro-tige en fait, des AirPods, qui vont vous permettre de gérer les fonctions de lecture, etc., de manière un peu plus intéressante que ce qui était fait par tap uniquement avant.
Donc ça gère aussi évidemment le son à 360 degrés qui est géré particulièrement par Apple Music, etc., etc. On a 6 heures d'autonomie pour l'écoute et 30 heures avec le boîtier. On peut recharger 30 heures supplémentaires grâce au boîtier, ce qui est plus que ce qu'on avait avant. Et il y a une fonction rigolote qui est que le boîtier maintenant peut appeler au secours, parce qu'apparemment vous étiez beaucoup à paumer le boîtier je sais pas où entre deux coussins de votre canapé. Donc maintenant ils ont rajouté un haut-parleur dessus et vous pouvez déclencher un signal qui fait que vous allez pouvoir le retrouver plus facilement, puisqu'ils ont rajouté un haut-parleur, ce qui me fait beaucoup rire. Voilà, donc ça c'était aussi un truc qui va être intéressant. Ils vont en vendre des caisses, mais de ce côté-là, c'est pas non plus le produit le plus important, on va dire, des annonces de la semaine. Et je crois qu'on a enfin fait le tour d'Apple. J'en peux plus, c'était long, c'est fatigant. Je vais terminer en vous disant que dans le billet qui sera dans le podcast, j'ai linké un truc rigolo à lire sur la mort des cartes PCIe. Ça, voilà, ça c'est un bon truc de barbu comme à l'époque, qui vous explique pourquoi les cartes PCI, finalement, on n'en trouve plus dans le marché. Très peu, et que tout le monde s'en fout maintenant. C'est lié à plein de choses, et c'est lié entre autres au cycle de vie des machines qui a complètement changé, au fait qu'on a tout sur nos cartes mères, etc. etc. Mais j'ai trouvé que c'était rigolo d'en parler en 2022, puisque oui, on n'a déjà plus rien en façade de nos machines, mais à l'intérieur, on n'a pas grand-chose non plus à bidouiller. Donc voilà, je vous confirme qu'attention, c'est un poste pour barbu, il n'a pas eu besoin de mettre des images. En même temps, les cartes PCIe, c'est une forme de porno assez liée. Enfin voilà, il y a des gens comme moi que ça intéresse. Donc évidemment, il y a beaucoup de textes en anglais, mais je me suis dit que ça en intéressera certains d'entre vous. Et puis, pour pas parler que d'Apple et parler un peu de la concurrence, nous avons Google qui annonce que les prochains Pixel 7, Pixel Watch, donc leur montre et leur téléphone haut de gamme, seront annoncés le 6 octobre. Il y a eu pas mal de leaks, hein. Alors, mais en revanche, on attend beaucoup d'informations au niveau de leur nouveau système on chip, qui a, on l'espère, bien évolué. Pour l'instant, on ne sait pas exactement comment il va se positionner face aux gens de chez Qualcomm, mais je pense que le Tensor G2 sera de bonne qualité, et en tout cas, ils annoncent des choses au niveau de la reconnaissance vocale, etc., qui ont l'air assez science-fictionnesques. Et au niveau des tarifs qui vont être normalement beaucoup plus abordables, même dans la version Pro. Donc on verra bien ce que ça donne. Sinon, qu'est-ce qu'on a encore ? On a une petite rente. Allez, vite fait, mais j'ai pas envie d'en parler parce que je suis trop fatigué là. Bon, j'en parle un peu, mais j'en ai une que je garde pour plus tard. J'avais 2 coups de gueule rigolos. Le premier sera donc pour cette semaine, mais ça sera un peu de lecture pour vous. C'est des trucs de gens qui font des réunions, qui ont des grandes idées avec Bouygues Télécom, Orange et SFR veulent tester un ID publicitaire commun en France. Le but, c'est de pouvoir vous traquer malgré les restrictions de certains... j'ai pas le jingle sous la main pour le live, je sais, je suis désolé les amis, hein, ça va revenir bientôt. Qui essaye de vous traquer malgré les efforts de Apple, par exemple, au hasard, qui a bien foutu la merde là-dedans. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement agaçantes. Pour l'instant, c'est juste une phase de test. Il faudra évidemment donner son accord, heureusement, qu'il y a quelques petites lois qui nous aident. Mais en revanche... La perversion du truc, c'est qu'une fois que vous avez donné votre accord là-dessus, il y a quand même une bonne petite palanquée d'informations qui vont être récupérées et on va pouvoir vous traquer à travers vos applications, à travers vos usages web, etc., y compris quand vous passez en Wi-Fi. Donc la carte SIM n'est pas forcément utilisée. Donc ça, je pense que ça va un petit peu énerver du monde. Donc ça sera à lire sur le blog que j'ai linké dans le billet qui accompagne le podcast. Mais écoutez, on va voir comment ça se positionne, comment ça jongle avec la RGPD, etc. Je pense qu'il y a des gens qui veulent essayer de sauver leur business, mais comme leur business mérite de brûler, on ne va pas les pleurer, on verra bien comment ça se passe. Et oui, j'ai un coup de gueule déjà prêt pour la semaine prochaine, normalement. On verra ce que ça donne, même si déjà, Filmic, c'était un peu le coup de gueule de la semaine, les gars.
Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour pour cette semaine. C'est la fin de la conduite pour le Torréfaction qui sera en podcast. Donc on se retrouvera peut-être à 22h vendredi, mais c'est pas sûr. Peut-être que le bras de face qu'il ira mieux. Peut-être qu'on refera un podcast normal, je ne sais pas. Ça sera la surprise. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, venez nous voir sur le Discord. On vous racontera tout ça. Moi, je vais prendre des questions sur le chat et discuter avec le chat. Mais pour le podcast, c'est terminé. Je vous dis à la semaine prochaine.